Salut les mordus. Alors aujourd'hui nous allons voir dans un axe technique comment pêcher au toc dans des petits milieux. Alors pour ce qui est du matériel, donc là on va utiliser une canne téléréglable de 3,80 m. Donc l'avantage c'est que justement on peut adapter la taille de la canne en fonction du spot, en fonction du trou. Donc voilà, ouais, on utilise une canne assez souple, en carbone bien sûr, pour bien ressentir les touches, pour bien gérer les dérives. Avec pas mal d'anneaux aussi, ça aide à faire passer le fil. Et pour ce qui est du moulinet, donc là on est sur un corps de ligne en 20 centièmes avec un bas de ligne en 17,5 en nylon, le tout en nylon. Là il n'y a pas de fluorocarbone, il y a plus de souplesse dans le nylon pour mieux présenter l'èche en fait. Pour le moulinet, voilà, pas un gros moulinet, une petite réserve de fil, voilà, un moulinet 1000. Quand on pêche donc du coup vers l'amont, on n'a pas besoin d'avoir une grosse réserve de fil, hormis au cas où est-ce qu'on prend un gros poisson et si on fait un combat qui dure longtemps. Donc l'intérêt d'avoir un petit moulinet, c'est justement la légèreté. Plus de légèreté, plus de maniabilité, parce qu'on va tenir la canne à une main, un bout de bras, ce qui est beaucoup plus facile quand on a un poids qui est réduit dans la main. Donc une canne en carbone, assez souple, 3,80 m et un petit moulinet. Le montage est très simple. Sur le corps de ligne, une cendrée suivie d'un émerillon baril, puis d'un bas de ligne avec un hameçon adapté à l'èche utilisée. Mais la cendrée comporte quelques subtilités. Voyons ce que Clébus a à nous dire à ce sujet. Ce qu'il faut, c'est avoir le plus gros plomb en premier, de façon à ce que quand on va pêcher vers l'amont, que le plus gros plomb parte au fond tout de suite, de façon à ce que la dérive soit la plus naturelle possible. Parce que si on a le petit plomb en premier, c'est la bannière qui va couler avant, du fait que le petit plomb est moins lourd, donc va être emporté plus facilement par le courant. La bannière va elle couler, tandis que le reste du plombage, lui, va se mettre un petit peu en suspens jusqu'à ce que l'hameçon refasse une courbe derrière. Donc ça racle le fond, on accroche et la dérive n'est pas du tout naturelle. Et d'ailleurs on fait le contraire, hein, quand on pêche vers l'aval dans les longues coulées, ce qu'on verra d'ailleurs dans un deuxième axe. Et cet axe technique là aujourd'hui fera partie d'un diptyque avec petite coulée en amont et longue coulée en aval dans des milieux plus grands. Donc ce qui est important là pour voir si l'équilibrage est bien fait sur le corps de ligne, on prend les plombs, on prend le fil, on prend le corps de ligne, on balance et on voit si ça a un mouvement totalement pendulaire. Vous voyez comme je fais. Faut pas que les plombs, il y en ait qui bougent de droite à gauche. Donc là, vous le voyez, mon émerillon, il danse un petit peu. Ça veut dire que mon premier plomb, le plus gros, qui est pas trop serré, on prend des plombs assez mous, faut le descendre un petit peu. Voilà. Jusqu'à ce que l'équilibrage soit parfait. C'est beaucoup de tâtonnement, mais on prend vite le coup. On est bon. Pour l'hameçon, j'ai mis une courte hampe, parce qu'on va pêcher donc à la teigne. Il y a quelques arcs-en-ciel qui ont été lâchés. Et comme ça, au moins, ça va peut-être donner la chance de faire du poisson dans un milieu assez grand. Et je pense que les farios, ça va être dur de les taper. En général, quand il y a les bassines qui sont surdensitaires dans les trous, les farios, ça les cale. Et même si ça les cale pas, les arcs, elles tapent en premier. Voilà, donc à la teigne. On aurait utilisé donc un ver de terre, ça aurait été un hameçon à grande hampe. Allez, place à l'action! Pour écher correctement une teigne, piquez-la juste en dessous de la tête, puis faites-la remonter sur l'hameçon en faisant bien attention de ne pas la retourner. La pointe de l'hameçon doit sortir exactement au niveau de la queue pour une présentation optimale. Raser les caches est souvent une bonne approche, surtout en début de saison. Pour assurer une bonne dérive, il faut lever la canne au fur et à mesure que votre montage descend le courant
afin de réduire l'angle au maximum entre la bannière et le sillon. Et voilà le résultat. Bien joué, Clébus. En règle générale, on conseille plutôt d'aborder en premier les postes près de la berge où se trouve le pêcheur. Mais les poissons dans les cages sont moins attentifs à leur environnement. Clébus choisit donc d'aborder la veine de courant en premier. Lorsqu'on sent un toc ou que le fil fait un écart, il faut immédiatement donner un coup de poignet pour charger la canne tout en tirant légèrement sur le fil avec la main gauche. Les cascades sont des postes un peu particuliers. Il ne faut pas hésiter à grouper, voire même à augmenter sa plombée pour mieux contrôler sa dérive. D'ailleurs, adapter sa plombée au poste est crucial quand on pêche au toc. Voilà, là, donc bon exemple, on va pêcher des veines d'eau qui sont un petit peu moins profondes. Donc on va adapter la plombée. Vous voyez, là j'ai resserré un petit peu mes plombs. J'ai resserré mes plombs sur un badin qui est toujours le même, hein, il fait à peu près 25 cm. 23-25 cm mon badin. Voilà, donc pour pêcher des veines d'eau avec moins de profondeur, et on adapte la plombée. Voilà, on regroupe les plombs. Petite astuce en passant, si vous montez vos hameçons à palette, le fil doit toujours passer devant la palette. Sans ça, c'est la casse assurée. Quand on pêche un poste situé près de la berge opposée, avec une veine de courant au milieu, il faut tenir la canne bien haute, mais ne pas trop tendre la bannière pour ne pas être aspiré par la veine de courant. Insistons une dernière fois sur l'angle de la canne. Ici, on voit bien le geste de Clébus et c'est capital pour gérer sa dérive. Il tient sa canne bien haute et l'angle avec la bannière est le plus réduit possible. Voilà les mordus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous serviront au bord de l'eau. On n'a donc pas réussi à faire de poissons sauvages, on a fait quand même pas mal de lâchers, de truites arc-en-ciel, la surdensitaire, à la teigne. Tandis que les farillots, elles, quand on a essayé au vert avec un bon tête noire, un beau vert, ça n'a rien voulu savoir. Donc ce qui se passe souvent, c'est que quand il y a des surdensitaires dans les trous, les farillots, elles se calent ou elles vont dans les endroits plus tranquilles. D'ailleurs, petite remarque, vous avez vu, on n'a pas fait de poissons dans les gros trous. Pourquoi? Parce que c'est les plus pêchés. Tandis que dans les petits trous, les endroits où est-ce que les pêcheurs ne vont pas, pensent qu'il n'y a pas de beaux poissons, c'est là que du coup on aura tapé toutes nos arcs-en-ciel. Voilà, et ça marche aussi pour les farillots. Allez, en espérant que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, à plus sur l'Arvirax.